Salut à tous, bienvenue pour un nouveau podcast du Club Paname, le 4e. Jimmy, votre serviteur, en direct avec mes experts du jour. Drayas, salut. Salut. Basto, salut. Bonjour à tous. Et avec le sage Olivier M qui nous rejoint pour ce podcast aussi. Bonjour à tout le monde. Alors on va débattre un petit peu du match qu'on a vu hier, si on peut appeler ça un match 0-0. Montpellier-PSG à la Mosson, avec 2 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain. On va en parler tout de suite. On va ensuite parler un petit peu du PSG contre Lyon, parce qu'on n'avait pas fait de podcast dessus. On va parler du Bayern, du match à venir très important pour la Ligue des Champions. Premier test de cette saison. Et on va commencer. Alors, Basto, parle-moi un peu du spectacle auquel on a assisté hier. Si on peut appeler ça du spectacle. C'était pas vraiment un match de football. On s'est fait chier, on peut le dire, pendant toute la partie. Et à Montpellier, c'était prévisible, est venu sans laisser d'espace. Un des points faibles des équipes d'Emery, c'est justement la création d'espace. Sur une pelouse comme ça, c'est très complexe de pouvoir créer au sol. Donc une des solutions, c'était de changer de style et d'allonger. On l'a fait trop peu. Il y a Verratti qui a fait des longs ballons pour Mbappé. C'est de là d'où sont venues nos principales occasions. Mais la plupart, Rabiot, Mota notamment, sont très peu projetés. Rabiot, c'est dans ce genre de match qu'il doit aller apporter sa présence dans la surface. Et sinon, il y a une autre solution dans ce genre de match, c'est les latéraux. Ils ont été très médiocres aussi. Voilà, donc globalement, un match très médiocre. Drayas, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, c'est voir de loin, mais ouais, enfin c'était le match du non-dépassement de fonction, quoi. C'était il y a 2 joueurs qui ont été un petit peu dans le dépassement de fonction pour moi, ça a été Mbappé, et Marquinhos, voire Verratti aussi d'ailleurs, faut pas l'oublier. Mais par exemple Rabiot a fait une passe vers l'avant intéressante, sinon il n'a juste fait aucune passe qui était intéressante. Il était bien Rabiot, tu vois, c'est difficile de lui donner une mauvaise note. Il a fait des récupérations, il était présent au milieu, etc. Mais à aucun moment il a cassé les lignes, à aucun moment il a eu une prise de risque. Et il a fait qu'une seule passe. On peut dire la même chose de Mota, on pourrait presque dire la même chose de Silva, on peut dire ça des latéraux qui n'ont pas été... alors Meunier était vraiment un cran en dessous, mais qui n'ont pas été catastrophiques, mais qui ont été moyens. Et c'était une somme de médiocres en fait. C'était une somme de médiocres. Moi j'étais malade quand j'ai vu le match. Alors la maladie aidant, j'ai failli m'endormir 3 fois. Mais... C'est un match, il y a à la fois des enseignements, il y a des enseignements à en tirer, et c'est un match qui est révélateur de difficultés que peut avoir notre équipe. On touche peut-être des configurations de match où le principe de la possession atteint des limites, quoi. Il faudrait peut-être commencer à réfléchir à jouer autrement qu'en possession face à des équipes qui proposent ce genre de système, d'autant plus avec un terrain aussi pourri. D'ailleurs, Meunier a dit, je rajoute juste un petit truc, Meunier a dit qu'on travaillait peu ce genre de schéma à 5 derrière. Il va peut-être falloir C'est vrai ? Ouais, Meunier a dit ça, ouais. Un peu surprenant vu que c'est un peu toutes les équipes en Ligue 1 qu'on affronte. Oh, à ce point-là, non, on affronte des blocs bas, mais un bus de ce type-là, c'est rare. Ok. Drayas, ça va la maladie, tu te sens bien, c'est juste pour prendre tes nouvelles. Ouais, ça commence à aller, mais je commence à en avoir marre, quoi. C'est odieux d'être malade. C'est très très odieux d'être C'est bien, il va me la filer. Surtout si vous embrassez. Ouais, mais bon, pour ça, on se contente des rapports anal pour l'instant. Ça fait plaisir, c'est ça. Il va vouloir couper. Olivier, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match ? Je suis sûr que tu as adoré. Disons que j'en attendais pas grand-chose de ce match. Et j'ai pas donc été très déçu de ce que j'ai vu. Et j'en attendais d'autant moins que quand j'ai vu la compo proposée. Parce que c'est toujours des matchs pièges, ces matchs qui ont lieu juste avant un très grand rendez-vous européen, et on sait quelle est l'importance des enjeux européens pour le PSG cette année, contre une équipe dont on sait qu'elle va jouer extrêmement solide, extrêmement regroupée, avec un terrain tellement pourri qu'il est difficile de pratiquer un bon football. Et si
ce qui m'a inquiété, c'est d'aligner une équipe qui comportait autant de titulaires potentiels. Quand tu as des titulaires potentiels comme cela, et sur un terrain comme ça, avec une opposition de ce type-là, ils vont forcément, consciemment ou inconsciemment, ne pas se donner à 100%. Il y a trop de risques de blessures, il y a trop de risques de prendre un mauvais coup. Et donc, on pouvait s'attendre à un match qui serait pas très rythmé, surtout s'il fallait provoquer la décision. Donc moi, je serais quelque part un peu indulgent sur ce match-là. Je pense pas qu'on puisse en tirer beaucoup de leçons du fait de la proximité européenne et de l'état du terrain. On est à un moment où on veut relancer l'intérêt de la Ligue 1 et on propose à l'international le spectacle de deux équipes où on ne fera même pas jouer des poussins sur un terrain comme ça. Du stabilisé, ça serait même encore mieux qu'un terrain comme ça. Donc, pour moi, c'est un match à part, c'est un match dont il est difficile de tirer des leçons, sauf que le PSG, aujourd'hui, à mon avis, doit préparer deux équipes, une équipe pour la Champions League et une équipe pour jouer les Blues en L1. Et on aurait fait jouer peut-être un peu plus de remplaçants, de joueurs qui ont quelque chose à prouver, de joueurs qui savent qu'ils ne joueront pas le match contre Munich. On aurait peut-être eu une autre envie, un autre engagement que ce qu'on a vu aujourd'hui. Pour l'info, Thiago Motta a dit après le match effectivement que le terrain était injouable. Pour vous, c'est une excuse ou c'est quelque chose c'est vraiment impossible de jouer sur un terrain comme ça? C'est pas une excuse, c'est une circonstance, mais la circonstance elle est réelle quoi. C'est pas une excuse parce que on est Paris, on doit trouver des solutions. Par rapport à ce que tu disais Olivier, il y a quand même des choses moi qui m'ont chagriné. Je me souviens, il y a une image qui me revient en tête, c'est Draxler qui a la balle, qui remonte. Il y a un espace pour faire une passe qui est un petit peu risquée et il le prend pas et il fait la passe en retrait. C'est-à-dire il y a plein de fois où on aurait pu prendre de la vitesse dans le cœur du jeu et on la prenait pas en fait. Et il y avait qu'un seul joueur qui cherchait à prendre de la vitesse devant, c'était Kylian Mbappé. Et les autres étaient quand même. Alors, j'entends tes arguments, ils sont très fondés, je trouve, le fait de inconsciemment vouloir se préserver ou vouloir même se préparer pour le choc qui est le choc. J'entends le terrain, mais on peut quand même s'interroger sur certaines séquences de jeu où il y avait une passivité qui était vraiment très très grande, Il y avait énormément de staticité. Alors les joueurs étaient énormément statiques. Il y avait très 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 peu de choses au-delà du terrain, au-delà de tout ça. Et pour moi l'axe de réflexion, j'aurais aimé peut-être comme toi voir un petit peu plus de joueurs remplaçants. Mais ce que j'aurais aimé peut-être face à une équipe qui joue comme ça, déjà c'est tout simplement de jouer à 4 offensifs. Ça sert à rien d'avoir deux milieux, ça sert à strictement à rien, surtout qu'on cherche en permanence à avoir le bloc haut et donc on peut quand même se faire prendre dans notre dos, donc avoir une ligne de 2 qui ont été décriées dans certains matchs comme par exemple contre Lyon où là c'était un match différent, où là par contre il y avait besoin de présence au milieu. Là la présence et le fait d'être en surnombre au milieu était parfaitement inutile et avoir un attaquant de plus. Et c'est pareil, pas tout le temps chercher à avoir la balle, pas hésiter à laisser la balle à Montpellier de temps en temps. Enfin il y a des ajustements tactiques au-delà. Ce match, je suis d'accord, peut présenter des enseignements limités, mais il en présente quand même de par l'absence d'idées, l'absence de réflexes, tu vois, quelque part. Oui, les joueurs sont à 90%, mais même à 90%, il y a certaines passes qu'ils devraient faire et qu'ils ne faisaient pas. On a vu une caricature d'une équipe d'Emery, c'est-à-dire celle qui nous propose depuis les 2-3 premiers mois où il est repassé à un système en 4-3-3. On a eu l'impression en début de saison qu'enfin on jouait en bloc, qu'enfin Thiago Silva faisait remonter l'équipe de façon à avoir une densité, un groupe beaucoup plus compact. Et là, on a revu ce qu'on a déploré l'année dernière, c'est-à-dire une équipe qui joue assez bas dans ses lignes arrière et dans son milieu de terrain, un énorme vide entre les 3 du milieu et les 3 de devant. On peut pas jouer vite dans ces conditions-là. Qu'est-ce qui a participé à ça? Il y avait les craintes que je dis. Le terrain qui avantage clairement l'équipe qui n'a pas besoin de faire de la technique. C'est une équipe qui récupérait, qui pressait et qui ensuite balançait le ballon. Donc, nous, on a besoin de construire, on a besoin d'un petit peu de temps et on l'a fait d'autant moins bien qu'on a joué avec le frein à main et surtout très éloignés les uns des autres. La passe de Draxler que tu cites,
c'est typiquement la passe d'un joueur qui n'est pas en confiance. C'est le cas de Draxler en général depuis ce début de saison, mais qui surtout ne joue pas à 100%. Au foot, si tu joues pas à 100% à ce niveau-là, ça peut pas fonctionner, quelle que soit ta supériorité technique. Et moi, j'ai vraiment vu une équipe qui jouait avec le frein à main et qui retombait dans ces travers de jeu lent, de jeu trop posé, trop éloigné les uns des autres, sans projection. Une fois de plus, ce milieu ne se projette pas. C'est pas possible. Après, l'éloignement des uns des autres, d'une certaine manière, moi, je trouve que... pardon, excusez-moi. L'éloignement des uns des autres, d'une manière... Quand on a une équipe, je ne sais plus quel joueur déclarait ça, que quand on jouait Saint-Etienne, c'était un bloc bas parce qu'il y avait une ligne qui était aux 20 mètres, je crois que c'est Meunier, mais là c'était différent parce qu'on avait une ligne de 5 qui était aux 5 mètres. Ça va être inévitable. Pourquoi ? Parce que les joueurs installent une telle densité derrière que c'est inévitable. Mais il y a quand même, indépendamment de l'éloignement, il y a quand même des possibilités de passe, et quand elles se présentent, il faut les prendre. Et ne pas les prendre, bah ok, tu peux en louper une, mais quand tu en loupes 25 sur le match, à un moment, ça fait chier, quoi. Ça fait beaucoup. François Basto. Moi, je suis d'accord avec beaucoup de choses. Il y a des choses dont je suis pas d'accord, notamment Seb qui parlait de jouer en 4-2-3-1. Je pense pas que ce soit le problème dans un match comme ça. Si Rabiot, Marco, Mota apportent de la présence dans la surface, je pense que ça change tout. Si les latéraux sont plus appliqués, savent combiner, savent centrer, je pense que ça change tout aussi. Il y a énormément d'actions où c'est Verratti qui écartait pour Mbappé qui essayait de faire la différence, et quand il centrait, il y avait juste Cavani dans la surface. Donc il y avait une manque de présence, ça c'est un jeu sans ballon, donc c'est pas une excuse de la pelouse. Et je suis pas tout à fait d'accord non plus sur les arguments d'Olivier et de Drayas sur le fait de faire jouer plus de remplaçants, parce qu'on a souvent vu des matchs d'avant-gros matchs de Ligue des Champions où justement on mettait 6 ou 7 remplaçants et c'était le même genre de match très chiant. Les samedis à 17h avant gros match de Ligue des Champions, c'est souvent ces configurations-là. Je sais pas pourquoi, mais c'est souvent le cas. Donc le reste, je suis plutôt d'accord. Ok, et qu'est-ce que vous avez pensé globalement du coaching d'Unai Emery ? Olivier, t'en as pensé quoi ? Je pense que c'est le problème, un des problèmes que pose Emery, c'est un manque de réactivité devant le déroulement d'un match. On l'a déjà vu à Lyon, on en reparlera, où Draxler, manifestement, ne trouve pas sa place en ce début de saison. Moi, je l'aurais remplacé à la mi-temps. Draxler, qu'est-ce qu'on pouvait espérer de plus que ce qu'il avait montré en première mi-temps ? On parle beaucoup de Lo Celso. Moi, je peux pas encore juger Lo Celso, je l'ai vu que sur 10 minutes à chaque match. J'aurais envie de voir ce garçon sur une mi-temps complète. J'aurais envie qu'on lui donne un peu sa chance. C'est un garçon qui, à chaque fois qu'il est rentré, bon, bien sûr, les équipes sont fatiguées, c'est fin de match, etc. À chaque fois, il a apporté quelque chose. Il a parfois même débloqué des situations. Voilà, on a l'impression que pour Emery, faire un changement avant 20 minutes de la fin du match, c'est impossible. Donc, il subit beaucoup trop passivement les faits de jeu. Il subit beaucoup trop passivement les insuffisants des uns et des autres. Et quand il intervient, on sent que c'est manifestement à contre-cœur, sans qu'il y ait un véritable projet. Lucas, tu fais pas rentrer Lucas. Là, Lucas, il a pas joué depuis 4 mois. Lo Celso, il attend que ça. Le gamin, on le fait lanterner sur le banc de touche depuis le début de la saison. Il piaffe. Moi, j'ai du mal à comprendre cette passivité qui s'accompagne d'une espèce de fébrilité désordonnée sur le bord de la touche. La scène ridicule où il va se précipiter pour renvoyer le ballon. Enfin bon, ce garçon, il a un problème de comportement, de stress. On a récupéré le ballon en pressant ses joueurs à jouer vite, et c'est comme ça qu'ils avaient égalisé et qu'ils étaient passés en finale d'Europa League. Juste comme ça. Ouais. Et vous n'avez pas trouvé que Thiago Motta était vraiment très bas sur le terrain ? Attends, il y a juste Basto qui disait un truc, et j'aimerais rebondir tout à l'heure en fait sur le principe d'avoir 4-2-3-1. Moi je parlais pas du tout de 4-2-3-1. Je parlais du fait d'avoir 4 joueurs offensifs. Ouais, mais si Draxler et Verratti se projettent, on les a. Je suis d'accord, si Draxler et Verratti se projettent, on les a. Sauf que sur Draxler et Verratti se projettent, quand t'as un bloc qui est aussi bas, c'est pas aussi simple pour les milieux de se projeter, et le jeu devient différent. C'est-à-dire que t'as des matchs où tu vas avoir des combats au niveau du milieu, et c'est dans les matchs où tu vas avoir des combats au niveau du milieu que tu vas avoir besoin d'avoir des projections et des dépassements de fonction. Mais quand le bloc est aussi bas, c'est pas aussi évident. T'as vu le nombre de comptes de Montpellier qu'il y a eu ? Il y en a eu énormément. S'il y a un milieu en 4-2-3, 4 offensifs, c'est peut-être pire. Hein. Ça aurait rien changé, en fait. Ça aurait rien changé, puisque le combat, si tu peux au milieu, et c'est juste d'avoir 4 joueurs qui sont
un chouïa plus habile dans les 40 et surtout dans les 30 derniers mètres adverses. Et c'est pas 4-2-3-1, je m'en fiche en fait. C'est pareil, tout à l'heure je parlais du fait d'abandonner la possession. Et avant de te répondre sur Mota, pour Lo Celso, moi j'aimerais juste dire que je trouve que la gestion d'Emery elle est parfaite. Il a raison de ne pas le faire jouer pour l'instant beaucoup plus. Ce qu'on peut constater, mine de rien, depuis le début de la saison, c'est que Lo Celso, même s'il n'a pas encore eu un match en titu, il a participé à tous les matchs. Il a passé les 3 premiers mois à ne jouer aucun match. Il a passé les 3 mois qui ont suivi. Pourquoi ? Parce qu'il était revenu, il n'était même pas capable de finir les entraînements. Il a passé les 3 mois qui ont suivi à faire des rentrées de match par-ci par-là. Et maintenant, tout à coup, on se retrouve à le voir en train de faire, à rentrer dans tous les matchs. Et on va le voir, je pense, de plus en plus. Mais il faut, et je trouve que Emery, autant je le critique beaucoup sur la gestion des jeunes, autant je trouve que pour Lo Celso, il l'amène de la bonne manière. Alors oui, ça crée beaucoup d'impatience et de frustration, parce que, mis à part une entrée cette saison, toutes ces entrées ont été très très bonnes, et on a envie de le voir plus, mais j'ai envie de faire confiance à Emery dessus. Après, je te rejoins, le principe du tiens, il s'est passé ça, donc il va faire son changement à la 76e, ces changements deviennent super lisibles, et c'est très très ennuyeux, quoi. Et il a un problème, il a quand même un vrai problème cette année qui n'est pas le problème qu'il avait l'année dernière, c'est la pénurie de milieu de terrain. Il va bien être obligé, à un moment ou à un autre, de tester des solutions alternatives. Oui. Là, il a la chance que Mota résiste, que Rabiot se soit vite remis de ses douleurs aux adducteurs, mais si on a un peu plus que 1 ou 2 joueurs de ce milieu de terrain qui est absent, avec qui on va jouer? Si tu prépares pas Lo Celso, si tu prépares pas des offensifs à jouer au milieu, on va se retrouver acculé à le faire à un moment où ça sera peut-être pas aussi favorable. C'est des matchs contre Montpellier, et on doit être capable de faire jouer autre chose que 6 jours avant la Coupe d'Europe, le milieu, Rabiot, Mota, Verratti. On était sur un terrain épouvantable. Imaginons qu'il y en ait un qui se fasse une entorse du genou, mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Ce aurait été Nkoukou, mais c'est pas. Après, il n'y avait pas Di Maria, il n'y avait pas Pastore, il n'y avait pas Neymar, donc Draxler jouait ailier, donc ça aussi empêche des solutions possibles. Oui, mais en dépit de ça, Olivier a raison, c'est-à-dire qu'on doit aussi quand même préparer maintenant ce qui se passe à l'entraînement. On doit préparer maintenant, et oui, mais au-delà de l'entraînement, on doit commencer à préparer maintenant les problématiques qui devraient. Non, mais ce que justement Olivier dit, c'est d'essayer de trouver d'autres solutions au milieu. C'est ce qu'on fait dans un 4-2-3-1, c'est qu'on s'empêche de jouer avec un des milieux, donc on joue en 4-2-3-1. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil que de tester un Draxler en arrière gauche avec par exemple Rabiot en 6 et Mota en 8. C'est pas la même chose que tester de faire des tests. Sur Lo Celso, pour rebondir à ce qu'a dit Drayas, on critique Emery là-dessus, mais c'est vrai que des mecs comme Jardim ou Simeone, on dit que c'est des maîtres de gestion, ils font exactement la même chose avec ce type de joueur. Jardim, je me rappelle que Gemerson, la première année, joue 5 matchs avant d'être titulaire. Georges, l'année dernière, joue 4 matchs avant d'être un titulaire cette année, etc. Et lui, on dit que c'est un maître. C'est toujours plus con. Bah oui. Ce type de joueur. C'est toujours plus vert ailleurs. Bah, je sais pas, mais il y a des types de joueurs qui nécessitent d'être gérés comme ça. Au début, comme l'a dit Lo Celso ne finissait pas les entraînements. Et Lo Celso, d'ailleurs, ne se plaint pas du tout de la gestion des mairies pendant. Je suis assez d'accord, je trouve que la gestion du Lo Celso était bonne aussi bien l'année dernière que cette année. Maintenant, j'ai envie de parler peut-être d'un autre problème. Le match contre Lyon, Neymar n'est pas à 100%. Il n'a pas été très très bon. Non, on peut pas faire les tops et les flops. Les tops et les flops parce qu'on a pris l'habitude et puis on a commencé à les préparer. Juste, je vais amener un petit débat, ça ira peut-être vite. Lyon, Neymar n'est pas forcément au top. On ne marque pas. C'est Lyon qui marque 2 fois. Aujourd'hui, Neymar n'est pas là. On ne marque pas non plus, ça fait 2 matchs. Est-ce que le PSG est Neymar dépendant? Olivier, t'en penses quoi? Absolument pas. Moi, je suis beaucoup plus inquiet du match face à Lyon que du match face au Montpellier pour les circonstances anecdotiques que j'ai décrites. Le match contre Lyon, à mon avis, montre qu'il y a un changement de vision du jeu du PSG qui va tourner autour de Neymar et où Neymar va progressivement exiger autre chose. Neymar est un joueur qui a quitté Barcelone
pour des raisons bien particulières. Il a quitté Barcelone parce qu'il lui semblait qu'il ne pourrait pas progresser plus dans ce grand club et qu'il avait besoin d'avoir un club plus à sa dévotion pour pouvoir atteindre ses objectifs, qui sont des objectifs de Ballon d'Or. Comment un joueur comme Neymar atteint des objectifs de Ballon d'Or? En étant extrêmement brillant sur le terrain et en marquant des buts. Les 2 Ballons d'Or qui se repassent le Mistigri depuis quelques saisons, c'est CR7 et c'est Messi, et c'est des joueurs qui sont brillants, mais qui aussi marquent beaucoup de buts. Or, au jour d'aujourd'hui, Neymar... Si, mettons que le PSG finisse, gagne la Ligue des Champions et que Neymar, dans la foulée, avec le Brésil, gagne la Coupe du Monde, le Ballon d'Or, il reviendra à Neymar indépendamment du nombre de buts qu'il aura marqué. Donc là, tu mets des conditions qui sont quand même très élevées. Oui, mais si. Je rajoute un truc. Mais dans ce cas-là, t'as Cristiano Ronaldo qui gagne la Ligue des Champions et c'est Cristiano Ronaldo qui va gagner le Ballon d'Or indépendamment du nombre de buts que Neymar aura marqué. Je rajoute un truc, c'est Neymar en étant plus individualiste et en oubliant de jouer collectif, l'équipe joue moins bien et lui marque plus. Alors que quand il jouait collectif, il marquait derrière. Donc peut-être qu'ils réfléchissent aussi là-dessus. Donc Basto, est-ce que pour toi est-ce que le PSG joue bien quand Neymar joue bien et est-ce que le PSG joue mal quand Neymar joue mal? Non, mais Neymar, c'est au-delà de ça. Neymar, il va surtout avoir besoin de joueurs qui le fassent briller. Et c'est où je veux en venir, c'est au problème de Cavani. Cavani, oui, ça va se poser le problème. Cavani, aujourd'hui, est Neymar incompatible. Moi, je le sens venir comme ça. Le petit clash qui n'a aucune importance, parce qu'on voit ça tout le temps, sur le tirage de penalty, il est quand même pour moi symptomatique de l'envie de Neymar de ne pas jouer avec Cavani. Je suis d'accord. Cavani, non seulement ne va pas le faire briller, c'est un joueur qui ne fait briller personne, c'est un joueur qui est individuel à la fois sur le terrain et dans le vestiaire, et surtout Cavani va lui voler des buts. Les buts dont il va avoir sur le terrain, Cavani, individuel sur le terrain. Par contre, avec ses retours défensifs, ses appels qu'embarque et qui libèrent oui, des espaces, c'est du collectif. Vous voulez pas. Non, mais Neymar, il s'en fout de ça. Bah non. Neymar, il veut des joueurs pour faire Neymar, des ça lui laisse plus d'espace joueurs pour jouer les appels de Cavani, donc il s'en fout pas. Ouais, mais après, moi, il y a un truc sur lequel Neymar, il veut faire du. Il y a un truc sur lequel j'aimerais rebondir. Il y a un truc sur lequel j'aimerais rebondir. En fait, c'est que là, on est en train de parler de Neymar et en creux, on est en train de parler de Lyon. Et pour répondre à ta question, est-ce qu'on est Neymar dépendant? Peut-être, je sais pas, mais face à Montpellier sur cette pelouse, non, on n'est pas Neymar dépendant. Et donc c'est voilà. Est-ce qu'on est Neymar dépendant? Oui. Inévitablement, chaque équipe est inévitablement dépendante de son meilleur joueur, mais pas quand tu joues une équipe contre Montpellier. Là-dessus, il n'y a pas de Neymar dépendance et les problèmes qu'on a pu constater à Montpellier ne s'expliquent pas par Neymar. Et j'aimerais bien, si ça vous gêne pas, avant finir sur Montpellier. Oui, exactement. Là, c'était et juste ensuite de ça, on passe sur Lyon, quoi. Je voulais avoir votre avis sur cette Neymar dépendance. C'est un peu dépassé sur Lyon, on en parlera tout à l'heure. On va finir sur le match de Montpellier. Juste, j'ai envie de vous demander un truc. Cavani et Mbappé, ils ne se sont pas échangés beaucoup de ballons. Je n'ai pas trouvé ça transcendant. Dryas, tu penses que Cavani et Mbappé, il y a quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'à l'heure actuelle, et là-dessus, Olivier le nommait, c'est que la position de Cavani, le rôle de Cavani, l'impact de Cavani au niveau offensif à l'heure actuelle dans le Paris Saint-Germain sont 3 données qui doivent être encore définies. On n'a pas encore c'est pas la place parce qu'on sait qu'il joue devant, mais on n'a pas encore trouvé la place de Cavani dans l'offensive depuis le début de la saison. Il a marqué des buts au début, ça a été un feu, je sais plus c'est quoi l'expression pour dire un feu de paille, voilà, ça a été un feu de paille qui a caché ce problème-là. Mais effectivement, on n'a pas encore trouvé Cavani, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore faire jouer Cavani avec les autres. Et oui, la petite séquence qui est anodine, est-ce qu'elle va pas avoir des impacts là-dessus? On va voir. Il y a un travail à faire, quoi. Moi, je vais bien parler de ça. Déjà l'année dernière, quand on disait qu'on était Cavani dépendant, encore une dépendance d'un joueur, même si j'ai toujours défendu Cavani et que je l'adore, l'année dernière, on disait si Cavani n'est pas là, on est mort. Mais quand Cavani n'était pas là, on arrivait à gagner des matchs 4-5-0 en trouvant plus de solutions, avec plus de combinaisons. C'est que Cavani, tu parles de l'entente avec Mbappé, mais Cavani, c'est un joueur qui touche souvent 20 ballons par match. Donc quoi qu'il arrive, il échangera peu de ballons avec les autres, de par sa nature de son jeu. Donc c'est un problème qui risque de se poser, effectivement, comme dit Olivier. Et on n'est pas à l'abri peut-être de tester une attaque, notamment
Moi, je sens venir l'évolution comme ça. À la fois pour un problème de mise en évidence de nos joueurs, on a fait un recrutement ultra technique. Cavani, il a au PSG un destin qui est cruel. Il vit les 3 premières années dans l'ombre d'Ibra, et on s'aperçoit que on a accusé un peu Ibra de ne pas bien échanger avec lui, et on s'aperçoit que c'est très difficile d'échanger avec Cavani. Ibra s'en va l'année dernière. Beaucoup de doutes au début de saison, parce qu'il vendange un petit peu au début de saison. Et puis, il s'impose dans une équipe un peu de bric et de broc, comme la solution en attaque qui sauve quelque part la saison. Et aujourd'hui, il voit débarquer 2 jeunes joueurs hyper talentueux, hyper spectaculaires. Et lui, il reste le laborieux qui est là simplement pour planter et qui n'existe que par le but. Si on supprime le but à Cavani, il ne sert strictement à rien offensivement dans cette équipe. Si, on sent qu'à la fois pour un problème d'image. Ces appels qui libèrent de l'espace, Après, moi, j'aimerais juste dire, c'est les 2 mots que tu as utilisés, que Cavani à Paris, il y a une forme de destin cruel. C'est vraiment ça, parce que si Cavani cette saison finit par être relégué, c'est vraiment le mot, c'est cruel quoi. C'est cruel pour ce joueur. Je pense pas que Cavani finira sur le banc cette année, mais je le vois bien partir cet été plutôt. On peut pas mettre Cavani sur ça va être ingérable. Du coup, les gars, on va passer à la rubrique top et flop, la rubrique culte. Basto, tes 3 tops, tes 3 flops. Balance-moi ça. Alors là, les 3 tops, il va falloir en trouver sur ce match. Allez, en top, on va dire la déclaration de Mota, qui s'excuse auprès des gens qui ont acheté leur billet et qui ont allumé leur télé. Donc voilà, premier top. Deuxième top, c'est difficile à en trouver des tops. Pour une fois, normalement c'était les flops, cette fois-ci c'est les tops. Deuxième top, on va dire les Loulou Nicolin, on va lui donner un hommage. C'était la première fois qu'on joue à Montpellier depuis son décès. Donc on va lui rendre hommage. Et on va encore parler d'un Montpellierin, tiens, pour un troisième top. Je vais parler d'Hilton, parce que c'est quand même une figure de la Ligue 1. Et à 40 ans, il est toujours là, toujours bon. Et dans les 3 flops, le terrain, on est obligé d'en parler. Moi, quand je vais en été souvent sur l'île de Bréa, où il y a 300 habitants, dont 200 vaches, et le terrain est meilleur que celui qu'on a vu hier à Montpellier. C'est pas possible, et c'est très la Ligue 1. Tu vas en D6 anglaise, les terrains sont nickel. Pourquoi en France, on n'est pas capable d'avoir un bon terrain dans la moitié des clubs de Ligue 1 ? On devrait sanctionner ça plus durement, parce que c'est plus possible. Beaucoup de clubs disent que c'est un problème de budget, qu'on leur donne des grosses amendes s'ils ont ce type de terrain. C'est quand même l'outil principal du football. On peut pas se permettre de vouloir une progression de notre championnat avec un tel outil. Et pour trouver un troisième flop... Non, c'était le premier que j'ai dit. Deuxième flop, les latéraux hier. Pour moi, c'est un des pires matchs de Meunier depuis qu'il est arrivé. Aussi bien défensivement qu'avec ballon, où il a raté quasiment toutes ses relances, tous ses centres. Et Yuri, un peu mieux défensivement, mais avec ballon très médiocre. Et mon troisième top, ça va être le milieu. On en a déjà parlé, mais hier, c'est dans ce genre de match qu'ils doivent se projeter, prendre plus de risques, surtout Rabiot. C'est là où il doit franchir le cap. Il l'a fait en début de saison, et là, il est retombé un peu dans ses travers. Voilà. Ok. Olivier, à toi de jouer. Moi, le flop est collectif. Je vois pas quelqu'un qui puisse être sorti de la mauvaise prestation globale. C'est un flop collectif, à la fois technique et puis surtout psychique, quoi. C'est des joueurs qui ont été incapables de jouer un match de haut niveau. Certes, c'était des conditions difficiles. Certes, ils pensaient surtout au match de Munich, mais le PSG doit quand même être capable de tirer son épingle du jeu dans un contexte comme celui-là. Donc, je vois personne à mettre en pointe dans un sens comme dans l'autre. Ok, Drayas. Alors top, je vais choisir 3 joueurs en fait. Pour moi, c'est les 3 joueurs qui ont été un petit peu dans le dépassement de fonction. Donc c'est Kylian Mbappé, qui même s'il a été parfois un peu trop individualiste et la critique de Ménès est complètement disproportionnée, a été le seul à être dangereux. Je vais aussi nommer Verratti, qui, s'il a raté parfois des passes faciles, est le seul qui a pris des risques et qui s'est adapté au terrain en tentant des ballons hauts. Donc c'est le seul qui a su se mettre à la mesure non pas de l'événement, mais de la situation. Et je nommerai Marquinhos, qui, si Silva confirme un peu ses progrès, mais Silva était sans doute en retenue par rapport au match à venir. Marquis, lui, par contre, a essayé d'apporter un peu de niaque derrière, a essayé de bouger un peu les choses, et voilà.
Pour les flops, je vais faire comme Basto, mais je vais même aller plus loin pour la pelouse. Pour moi, ça devrait pas être des amendes, hein, ça devrait être des points retirés à la fin de la saison. C'est inadmissible. Là, la pelouse, on est à la 6e journée de Ligue 1. Essayez d'imaginer ce que va donner cette pelouse au mois de mars. C'est juste hallucinant. On essaye de vendre la Ligue 1 à l'heure actuelle. Là, on peut être sûr que les Brésiliens qui ont vu le match se sont dit, bon, bah, la Ligue 1, quand il n'y a pas Neymar, c'est pas la peine de regarder. Si on veut vendre la Ligue 1, c'est littéralement assassin, ça coûte cher à la Ligue 1. Il serait temps que la Ligue prenne ce problème à bras le corps et ce serait des points retirés. Pour moi, il faudrait retirer des points à la fin de la saison, quoi. L'équipe qui a le moins bon classement de Ligue 1 perd 3 points, le 19e classement de Ligue 1 perd 2 points, et enfin, faire quelque chose pour que la situation évolue, parce que c'est parfaitement anormal. Et le troisième flop, ça serait... Alors, attendez, que je me perde parce que j'ai été perturbé. Troisième flop, ce serait... mon troisième flop, c'est Emery. Pourquoi ? Parce que... on n'est pas forcément obligé de jouer la possession, hein, avoir 70% de possession et 90 passes réussies, c'est très bien, ça fait des beaux chiffres, mais dans ce genre de match, ça sert littéralement à rien. Il n'y a pas de solutions qui sont trouvées. Par rapport à la scène que tu trouvais ridicule, Olivier, où il court et il donne... moi, je la trouve plus maladroite que ridicule, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a pas encore la c'est-à-dire qu'il essaye d'imprimer quelque chose à ses joueurs, mais ses joueurs le reçoivent pas forcément. Il y a encore un travail à faire au niveau de la symbiose, au niveau de... il m'a paru hier peut-être un peu dépassé par les événements, c'est-à-dire à essayer de provoquer des choses, mais sans jamais vraiment le faire. Ces changements, flop Emery. Et j'aimerais avoir un flop extra, 4e flop. Alors c'est pas vraiment un flop, mais j'aimerais que les médias prennent... c'est pas illégal, hein, de jouer avec 5 joueurs derrière qui sont sur la ligne des 5 mètres, avec 3 joueurs devant qui sont sur la ligne des 15 mètres. Ça fait partie des règles du jeu. Mais je serais très curieux de voir la composition de Montpellier qui joue Monaco, je crois, ce week-end, pour voir si c'est la même chose. Et j'aimerais que les médias, sans forcément, disent « Ah tiens, c'est bizarre », parce qu'effectivement, Paris doit scoltiner des murs plus que de raison. Et attention, hein, quand on va parler Lyon tout à l'heure, Lyon pour moi c'est pas du tout un mur, ça n'a rien à voir, c'est un bloc bas, c'est pas pareil. Il y a mur et il y a bloc bas. Mais Paris doit scoltiner des murs pendant une bonne partie de la saison, et c'est incroyable, mais ces mêmes équipes vont ensuite donner leurs fesses à d'autres équipes. Et alors c'est injuste, c'est agaçant, mais c'est comme ça, on joue à Paris. Paris, c'est, même quand on était en bas dans le classement, c'était le club c'était le club de la capitale, donc c'était le club qu'il fallait taper. Mais j'aimerais que ce soit mis en avant, que ce soit ne serait-ce que nommé de temps en temps, parce que c'est quand même assez hallucinant, quoi. Ok. Je veux juste je peux revenir sur un petit point juste par rapport aux pelouses. Quand Seb parle de retrait de points, il y a un souci dans les retraits de points, c'est pour ça que je demande une forte amende, c'est qu'il y a énormément de clubs, c'est pas le club qui gère la pelouse, c'est la mairie. Donc pourquoi tu pénaliserais le club alors que c'est la mairie qui fait n'importe quoi? Donc à la limite tu changes le règlement en disant la pelouse doit être propriétaire du club. Dans ce cas-là, tu fais évoluer les choses. Oui, tu changes le règlement, mais tu peux pas, dans le règlement actuel, pénaliser le club alors que c'est la mairie qui délaisse totalement le choix de la pelouse. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit incitatif à ce qu'il y ait des progrès là-dedans. Ça peut pas être le simple retrait de points sans changer la règle du... Peut-être. Je ne connais pas les détails. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'heure actuelle, on essaye de vendre la Ligue 1 au Brésil. Les Brésiliens qui ont vu ce match, c'est pas possible. Après, on peut regretter qu'il y ait trop d'argent dans le football et tout ça, et c'est un autre débat. Mais il faut qu'il y ait des progrès. Je sais pas si en Angleterre, on a compris. Calmez-vous sur la pelouse, on a compris. C'était inadmissible. Moi d'ailleurs, je veux juste vous dire que j'ai lu un petit peu les retours sur le Facebook international du PSG, beaucoup de commentaires qui parlaient que le PSG sans Neymar, ça servait à rien de regarder. Donc Darius, tu as pas totalement tort là-dessus. Mes 3 tops, mes 3 flops, je vais faire vite. Top, je vais mettre Areola parce qu'il a pas pris de but, ça fait plaisir. Verratti parce que je trouve qu'il revient un peu mieux, même si c'était pas le meilleur Verratti, je pense que c'était pas mal. Et Mbappé parce que Mbappé c'était le seul qui essayait de faire quelque chose dans ce match-là, donc il m'a plutôt plu. Mes flops, je vais mettre Meunier, que j'ai rarement vu Meunier mauvais, mais là
il m'a un peu déçu. Donc je vais mettre Meunier, Draxler. Draxler, ça commence à être grave. Ça fait depuis qu'on s'est fait éliminer par Barcelone qu'il est pas bon. Donc je sais pas ce qui se passe. Faut qu'il se ressaisisse. Et Cavani en troisième flop parce que Cavani, quand il marque pas, bah un peu comme Olivier a dit, il sert pas à grand chose. Et une mauvaise entente avec Mbappé, ils se sont pas échangés beaucoup de ballons. Donc Cavani m'a déçu aussi. Voilà. Très étonné que t'aies pas mis Lucas dans ton top 3 flop. Ouais, Ben Arfa aussi en flop. Horrible. Donc on va clôturer sur ce match-là, Montpellier-PSG. Et on va passer à PSG-Lyon. 2-0, le PSG s'est imposé avec 2 buts contre son camp. On va essayer d'aller assez vite. Qu'est-ce que vous avez pensé du match et notamment du penalty gate? Olivier, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça assez vite? Mais moi, par contre, autant je suis indulgent pour le match de Montpellier, autant je ne le suis pas pour le match de Lyon, qui me semble être assez démonstratif des difficultés de tactique d'Emery au jour d'aujourd'hui. La conduite tactique du match par Genesio, qu'on a plaisir à dégommer à mauvais escient, à mon avis, il a très très bien compris le jeu du PSG. Il a abandonné les côtés où on n'est pas performant pour pouvoir se concentrer dans l'axe, où en plus on avait pour une fois décidé de jouer avec 2 milieux, et on s'est fait tout à fait bloquer à ce niveau-là. Il a fait des très bonnes contre-attaques. On a découvert un jeune milieu défensif là, qui a été parfaitement un très bon joueur. Et on a eu beaucoup de difficultés à trouver la faille, qui s'est fait plutôt sur des détails, des coups du sort. Moi, je reviens sur ce que j'ai dit. Pour moi, ce match me fait dire que Cavani va sortir de cette équipe. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir de cette équipe, mais il va sortir. Il n'a aucune complicité technique avec les autres joueurs. C'est un peu le vilain petit canard dans ce showroom qu'on est en train d'installer. On sent que les autres n'ont pas envie de jouer avec lui. De toute façon, la balle ne revient jamais quand on la donne à Cavani. Et moi, je sens venir l'avènement rapide de Mbappé comme avant-centre, ce qui permettra de faire jouer les joueurs les plus techniques de l'équipe, c'est-à-dire Draxler à gauche, là où il a été bon, Neymar dans l'axe et Di Maria à droite. Là, on va se retrouver avec des artistes, des techniciens, des gens qui parlent le même football. Et c'est ce que j'ai ressenti à travers ce match. Et le penalty gate, c'est ça, c'est un peu Cavani qui défend désespérément son précaré. Si on l'empêche de marquer des buts, on fait apparaître encore plus cruellement son inutilité dans cette équipe. Et Neymar va lui piquer le ballon parce que il a envie d'imprimer son leadership et de dire voilà, c'est moi qui vais marquer les buts maintenant. Moi, je l'ai senti comme ça. Et du coup, pour toi, Olivier, tu penses qu'il faudrait laisser Neymar tirer les pénaltys en plus des coups francs? Moi, je pense que Neymar, de toute façon, il est appelé à avoir la meilleure part. Neymar, il va avoir le bénéfice qu'a eu le Z pendant toutes les années où il était là. Voilà, on a pris un joueur pour ça. C'est un joueur sur lequel on mise beaucoup. Il faut le laisser faire. Après, sinon, l'impact psychologique il va y avoir des quand même. frustrations. Attention. Ok. Attends, Darius, on va passer à Basto. Basto, très vite sur Lyon PSG. Sur PSG Lyon, qu'est-ce que tu en as pensé? On parlait tout à l'heure du coaching d'Emery. Autant je rejoignais sur Montpellier qu'il était pas bon, autant sur Lyon il n'est pas exceptionnel, mais au moins il réagit. Bon, c'est pareil, il réagit, c'est pas incroyable, puisqu'en toute modestie avec Drayas, on s'était fait les mêmes questionnements pour modifier les choses qui n'allaient pas. C'est-à-dire qu'on est complètement coupé en deux, aussi bien défensivement qu'offensivement pendant toute la première mi-temps, et il change de dispositif en seconde en passant en 4-3-3, en mettant Mota axe droit, Draxler axe gauche et Rabiot en 6. Et il fait les changements qu'il faut avec Yuri et Lo Celso au moment où il faut. Donc il a su réagir, mais il y a énormément de limites sur le schéma mis d'entrée. Il a peut-être même mis un peu de temps à rechanger, à repositionner ses joueurs, puisqu'on aurait pu, sur des surnombres lyonnais, s'ils étaient un peu moins maladroits techniquement, s'en prendre un ou deux, parce qu'ils ont les situations de surnombre. Et ouais, c'est à peu près tout, hein, de toute façon. Juste sur Genesio, pour rebondir à ce qu'a dit Olivier, critiquer justement oui et non, parce que pour parler à ceux qui suivent Lyon plus longuement que nous, le problème de Lyon, c'est qu'ils vont réussir à faire des bons matchs contre les gros comme ça, dans ce genre de schéma, mais sans gagner, et contre les petits, ils sont incapables de faire le jeu, totalement incapables. Okay. Et alors du coup, pour toi, est-ce que Neymar doit tirer les pénaltys? Est-ce que Cavani doit s'effacer? On doit juste avoir une hiérarchie. Moi, je pense que Cavani les tire mieux de toute façon que Neymar. À partir de là, il faut qu'ils se mettent d'accord. Il faut juste qu'il y ait une hiérarchie et que tout le vestiaire l'accepte.
Ok. Dryas, ton avis sur ce match? Alors, sur le match, Basto pour moi a dit. Après, je suis entre Basto et Olivier, c'est-à-dire que on essaye le 4-2-3-1 parce qu'il nous avait plutôt souri. Alors, je sais plus, j'ai pas de mémoire, Metz. mais si la journée d'avant ou les 2 journées C'était à Metz. avant. Enfin, en gros, il nous avait plutôt souri. Et on essaye le 4-2-3-1, sauf que là, effectivement, il y a couille dans le potage. On se fait complètement dominer au milieu par les Lyonnais. Il y a des contre-attaques dans tous les sens qui sont assassines, et faire le changement à la mi-temps, pourquoi pas faire ce changement à la 20e minute, quoi. Surtout que c'était même pas un changement de joueur, hein, c'était juste un repositionnement de joueur. Il suffisait de dire aux joueurs, dès la 20e minute, de se repositionner, et il n'y avait pas forcément besoin d'attendre la mi-temps. Après, il y a, quand tu présentes le match, tu dis marqué sur 2 contre son camp. Oui, sauf que les 2 contre son camp, ils sont provoqués quand même. Ils sont plus que provoqués même. C'est pas un match que tu gagnes en te disant on a volé le résultat. Mais il y a cet il y a eu pour moi sur ce match une insuffisance tactique qui a été partiellement résolue, mais qui aurait pu être mieux résolue et résolue plus rapidement. Et, Ok. et rebondir une dernière chose, c'est oui, il nous abandonnait complètement les couloirs, mais je sais pas si t'as remarqué, à chaque fois que dans un couloir ça passait, t'avais 2 voire 3 joueurs qui étaient sur le joueur qui était dans le couloir, et donc du coup, on pouvait passer dans les couloirs, mais on n'avait aucune solution venant des couloirs. C'est-à-dire que tactiquement, c'était loin d'être n'importe quoi ce qu'a proposé Genesio, hein, moi j'ai trouvé. Et pas mal de clubs se seraient cassé les dents face à... L'américanisme, Genesio. Ouais, enfin, j'en sais rien. Tiens. Voilà. Et sur le penalty gate, là, et au-delà de ça, quand Olivier, tu dis Neymar est venu pour avoir la part du lion, etc. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me fait peur, moi, là-dedans. Est-ce qu'on va pas en faire un joueur un peu capricieux qui va commencer à être individualiste plus que de raison, alors qu'il a aussi des vraies qualités collectives? Est-ce qu'il faudrait pas aussi mettre l'accent sur le joueur pour le dire, bah ouais, tu seras de toute façon, parce que tu as les qualités pour meilleur que tous les autres, mais tu vas aussi briller parce que collectivement tu peux apporter un vrai plus. Est-ce que le mettre comme ça sur un piédestal ne serait pas dangereux à terme? Et On le met pas sur un piédestal, il est sur un piédestal. Oui, il est arrivé sur un piédestal. Sauf que si tu constates le match contre Lyon, indépendamment du penalty gate, c'est un match où tout à coup, beaucoup plus que sur les 3 premiers matchs où inévitablement il arrive dans l'équipe et il la passe plus aux autres joueurs, où des fois, plutôt que de faire une passe qui semblait s'imposer, il tentait un gris-gris qui était perdu d'avance, où on a vu certains démons apparaître, et ces démons-là, ça serait bien de pas leur donner raison, quoi. On l'avait aperçu contre le Celtic. On a vu deux facettes de Neymar depuis son arrivée. On a vu la facette closer, c'est-à-dire le bon fils, bien élevé, poli, jeune, dynamique, riant. Et on a vu le super compétiteur sur ce match de Lyon, qui est pas là pour rigoler. Il est pas là pour rigoler. Il est venu avec un objectif bien précis. Et c'est un tueur. C'est un gars... il n'y a rien au contrat que sa réussite personnelle, bien entendu, il sait aussi qu'elle passe par la réussite de l'équipe. Les premiers matchs, on s'est extasié parce qu'il a fait un peu un numéro Neymar, mais il a joué collectif. Au jour d'aujourd'hui, il y a un problème technique dans cette équipe en attaque, c'est Cavani. C'est-à-dire que Neymar ne peut pas trouver dans Cavani le relais qu'il pourrait trouver avec un autre joueur plus technique. Pourquoi on prolonge Benzema au Real Madrid alors que c'est pas le meilleur avançant du monde? C'est parce qu'il fait briller Cristiano Ronaldo. C'est le gars qui joue parfaitement la partition qu'attend Ronaldo. Si tu crées une ligne d'attaque où Neymar va pouvoir combiner en confiance avec des joueurs de sa qualité, il sera beaucoup moins individualiste, il se sentira beaucoup moins obligé d'être le sauveur de la patrie qui fait tout. Moi, je crois qu'il y a un véritable problème tactique. J'adore Cavani, c'est vraiment un joueur qui se dépouille, qui est extraordinaire, mais malheureusement, il n'a pas sa place dans l'équipe. Je suis obligé de le reconnaître aujourd'hui à mon désespoir. C'est un joueur de Serie A, Cavani. Un joueur dans un championnat où on se fout que le gars soit élégant ou pas élégant. L'essentiel, c'est qu'il plante. Cavani, au PSG, il a vécu 3 années de sacrifice derrière le Z, et je pense qu'il rentre dans une année de sacrifice
derrière le petit. Et lui, il faut vraiment lui donner les meilleurs partenaires techniques pour qu'il puisse donner sa pleine Mais mesure. comment tu veux gérer C'est pas- ça cette année? Cavani Alors- sur le banc, ça va être ingérable. Qui parte l'été prochain, oui, sûrement. Mais Ah, Cavani, oui. personne n'aime Cavani. Alors, je veux dire, entre guillemets, personne va perdre sa place pour défendre Cavani. Ah, Cavani, il parle toujours pas français après 4 ans. Cavani, après le Moi, je vous invite à lire le prochain livre de Molina sur Cavani, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de faussetés qui se disent sur qui est Cavani. Il est tellement parle discret français, qu'on Cavani. croit qu'il est isolé, mais on en sait peu. On J'aimerais en sait très peu de choses sur lui. j'aimerais juste répondre à Olivier sur. Je t'ai pas forcément en faux par rapport à ce que tu as dit quand je dis attention à la manière de gérer Neymar. Ce que je veux dire, il y a la dimension capricieuse, tu vois, il y a aussi cette dimension-là chez ce joueur. Le marketing. Tu étais en train de nommer le gendre parfait, et tu étais en train de nommer le compétiteur, et il y a aussi le capricieux. Et C'est le une caprici- star. Oui, C'est une star. mais justement, Le Z aussi était capricieux. Tu peux pas, c'est inévitable. c'est Tu pas peux pas pareil. être à ce niveau-là si t'es pas il y a- capricieux. C'est pas pareil. Le Z avait plus d'expérience. Le Z était pas encore, pouvait pas être victime de son côté capricieux. Neymar, j'en suis pas si sûr. C'est pas aussi Yeah. simple. Il y a je pense que concernant Neymar, il y a une dimension gestion psychologique à effectuer. Je pense pas que ce soit un joueur qui soit psychologiquement déjà arrivé à sa plénitude, comme l'était le Z. Il y a autre chose que je vais rajouter, c'est le père de Neymar. Parce que le père de Neymar ne se cache pas pour dire que dès qu'il avait 16 ou 17 ans, il en a fait son business, quoi. C'est la machine Afrique, il n'hésite pas à le dire. Quand il est à ma maison, c'est mon fils. Quand il est en dehors, c'est mon business. Il l'a dit clairement comme ça. Et le problème, c'est que le père de Neymar a été nommé conseiller du PSG dans le deal du transfert. Donc il y a des proches du clan Neymar qui sont conseillers au club et qui, d'après Paris United, pousseraient Neymar à être plus individualiste sur certains points. Et c'est ça qui me fait peur. Ok. C'est sûr ou tu acceptes le système Neymar ou tu l'acceptes pas. Et au jour d'aujourd'hui, je vois pas comment tu as la possibilité de refuser le système Neymar. En tout cas, alors là, Emery n'aura jamais les épaules. grande institution. Il s'agit de pas refuser le système Neymar, mais de pas lui donner raison surtout pour autant. Voilà. Tu vois. Le problème du système Neymar. Et je finis Vas-y. cette histoire de penalty gate, c'est une manière de dire Neymar, t'es le centre, mais tu vas pas gagner sur tous les points. Il y a quelques petits points où on va te dire non. Et jusqu'au moment où le joueur arrive à maturité, j'aurais tendance à dire à maturité émotionnelle, à défaut d'être capable de trouver le mot parfait. Le jour où le joueur est à maturité émotionnelle, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, tu dis, ok, d'accord, tu peux être un peu au-dessus de l'institution. Mais tant que c'est pas le cas, pour moi, il y a une gestion psychologique à faire, parce que c'est pas encore un joueur qui est fini, pas fini dans le sens où il peut plus rien faire, mais fini dans sa construction en tant qu'homme et en tant que joueur. Bravo. Il y a à la fois si tu veux, le maelstrom qui entoure ce recrutement qui est absolument exceptionnel pour le PSG et qui va peser sur la gestion de Neymar. Mais de toute façon, si tu donnes à Neymar ce que Neymar a envie que tu lui donnes, en contrepartie, il va falloir qu'il prouve. La rançon, l'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de Neymar, c'est qu'il fasse gagner et qu'il fasse aimer le PSG. Et ça, tu peux lui donner beaucoup à condition qu'il rende beaucoup. Et c'est là, à mon avis, où on va le tenir. Mais dans un premier temps, il faut lui donner beaucoup. En lui disant maintenant, t'as les cartes en main, à toi de faire. Ça, sur lui donner beaucoup, on se rejoint. Sur le penalty, moi, je trouve que c'est pas mal sur ce point-là, tout en lui donnant beaucoup par ailleurs. Et on lui donne beaucoup par ailleurs. Rien que l'accueil qu'il a reçu était exceptionnel. Et au-delà de ça, son intégration, etc. Il part 2 jours à Londres dès qu'il a 2 jours de pause ou machin, le club le laisse faire. Et il y a... Voilà. Mais il faut, tu vois, en soi, dire Cavani va tirer, indépendamment de la problématique Cavani que tu as très bien exprimé tout à l'heure et qui est un vrai crève-cœur, quoi. C'est un vrai crève-cœur que d'essayer de se dire ah putain, mais peut-être que ce serait mieux de se passer de ce joueur. Alors que ce joueur a beaucoup donné, ça me On en parlait déjà l'an passé. ça me chagrine. Mais voilà, lui tenir tête là-dessus, moi je dis que c'est pas mal. Pour Je le suis d'accord avec toi, Darius. Moi aussi, il a tout dit. Ok, mais donc on va passer juste un truc comme ça. Au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas en français, non? Je sais pas, C'est mais, pas très propre, mais ça se dit, hein, le jour où je parlerai français. Au jour d'aujourd'hui, oui, ça se dit. Parce que j'entendais Olivier dire ça et je me disais, oh non, le sage fait-il des erreurs de français? Si, ça se dit, c'est dans la langue française.
Oui, de toute façon, la langue française, c'est nous. Si on le dit, c'est que ça se dit. Tout à fait. Tout à fait. Ok, c'est beau. J'ai envie de vous poser une question. Vous répondez juste par oui ou par non, parce que je pense pas qu'il y ait besoin de justification. Kurzawa au PSG, c'est mort. Et Olivier, oui ou non? Non. Basto? Non, mais. Non, t'as dit 2 mots là. Non, c'est pas du jeu. Ça. Basto, tu es disqualifié, carton rouge. Je sors. Suspendu au prochain podcast ou pas? Avec un seul mot, non. Putain, moi je dirais oui. Pourquoi vous dites non? Là, j'ai envie de savoir. Depuis la prestation de Berchiche hier, je te dis non. Ouais, mais il y a eu l'affaire avec l'équipe de France. J'ai peur que ce soit aussi ce genre de comportement soit irrattrapable. Moi j'ai envie de dire un truc tout simple. Hein. Depuis qu'on n'a que deux joueurs pour ce poste, on n'a que 2 joueurs pour ce poste. Si on avait 3 joueurs, si on avait 3 joueurs pour ce poste, bah oui, on pourrait envisager, indépendamment du joueur, si on avait 3 joueurs pour ce poste, on pourrait envisager de se dire ce poste, alors je vais reformuler, Olivier, oui ou non, est-ce que le PSG doit recruter un latéral gauche en priorité? Est-ce que c'est une priorité pour le prochain mercato? Ça l'était pour le mercato précédent et le PSG a fait le choix de prendre un non-concurrent à Kurzawa. Pour moi, ça veut tout dire comment Kurzawa est considéré dans ce club. C'est un peu précipité, Yuri, il a fait des plutôt bonnes performances et là il est sur un terrain pourri, on va peut-être attendre son intégration avant de vraiment juger Yuri. Okay, après, c'est sûr que c'est pas le grand latéral. Olivier parle du recrutement, c'est-à-dire qu'on n'a pas, ce qu'Olivier dit, c'est qu'on n'a pas recruté un cadre. Et parce qu'on a recruté Neymar Mbappé, on n'a pas non plus là-dessus. Mais on a fait des choix. Peu importe. Mais ce qu'Olivier dit, c'est qu'on n'a pas recruté un cadre, et à partir de là, ça, c'est pour ça, à court terme, Kurzawa non, à long terme, oui, c'est mort. Je pense que cet été, c'est lui qui dégage. C'est ça que je voulais. Mais pour te répondre, c'est pas si simple parce qu'on a d'autres priorités qui sont plus prioritaires. Et qu'on a une contrainte qui s'appelle le fair play financier et que peut-être qu'on va passer au travers les mailles du filet, mais si on passe au travers des mailles du filet, ça veut dire qu'on a fait un budget super serré sur les 5 ans à venir et que ce budget super serré sur les 5 ans à venir, c'est-à-dire qu'on va avoir inévitablement, on est le Paris Saint-Germain, on va avoir de l'argent pour faire des recrutements, mais on a des postes qui sont bien plus prioritaires que le poste de latéral gauche, donc voir Kurzawa partir l'été prochain n'est pas du tout sûr. Ouais, mais ces postes prioritaires, on peut les compenser par des ventes, notamment par exemple de Cavani, s'il y a vraiment ce problème qui perdure. Oui, Cavani d'ailleurs, qui est un buteur qui intéresse beaucoup de clubs et de très bons. De toute façon, il va falloir faire des grandes ventes, que ce soit Lucas, Cavani. Il y a une chose de laquelle il faut être conscient, c'est que Cavani est un des meilleurs neufs à l'heure actuelle. C'est pas un des meilleurs buteurs. C'est un des meilleurs buteurs. Alors, oui, alors attends, qu'est-ce qu'on appelle neuf? Moi, ce que j'appelle neuf, alors peut-être un des meilleurs neufs à l'ancienne. Ce que je veux dire, en termes de pur attaquant, c'est un des meilleurs purs attaquants à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est un joueur. On en parle comme d'une denrée remplaçable. Faut pas oublier qu'on parle d'une denrée remplaçable d'un joueur qui est un joueur exceptionnel. Fallait prendre qui est un buteur exceptionnel. Un buteur exceptionnel et un joueur souvent pathétique. Ce qui n'est pas incompatible. Oui, moi, j'ai connu Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, tu le voyais pas du match. Il participait pas au jeu. Pedro. Il se planquait, il arrivait, il en mettait 2-3. Ouais, avec une différence, c'est que Carlos Bianchi ne faisait pas des retours défensifs comme Cavani peut en faire. Bien sûr. Tout à fait. Donc il y a ça. Et n'oublions pas. Allez les gars, on va arrêter sur Cavani. Un des meilleurs et derniers neufs à l'ancienne. On peut pas arrêter comme ça sur Cavani, c'est vraiment un crève-cœur la situation, c'est complexe. On l'aime tous. On aura l'occasion d'en reparler. Tu l'adores. Mais là j'ai envie de parler du Bayern. Alors je vais vous demander à chacun, en commençant par Basto, de nous dire ce que vous pensez de l'état de forme du Bayern, et j'ai envie d'un petit pronostic pour mercredi soir prochain. J'ai envie qu'on donc Basto, vas-y, petit état de forme du Bayern. Munich a des difficultés assez importantes dans le jeu. Carlo est assez critiqué. Il a pas vraiment changé de système. C'est quand même, il faisait un 4-2-3, mais c'était Thiago Alcantara qui était en numéro 10. Donc c'est un mec qui est plus 8-10. C'était entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1. Et ces derniers matchs, il avait tenté un vrai 4-2-3-1 avec Müller ou Rames en position de 10. Ça avait plutôt bien fonctionné pendant un ou deux matchs. Il y a eu une rechute ce week-end contre Wolfsburg, où il y a eu des problèmes d'équilibre. Ils mènent 2-0, ils se font rejoindre à 2-2 avec aussi une équipe coupée en deux.
Et je pense que contre Paris, il va remettre Thiago 10 d'ailleurs. Donc Munich a des difficultés maintenant. Carlo en Ligue des Champions, on sait ce que c'est. Et je pense qu'il va nous faire une grosse équipe. Mais je pense que Paris répondra. Je vais pas faire un pronostic de victoire nul ou chat, mais je pense que Paris fera un gros match en tout cas. Ok, Drayas, est-ce que tu peux te mouiller un peu plus que Basto? Alors, si je ne dois répondre qu'à ça, pareil, je dirais non. Mais indépendamment de ça, moi je connais pas le Bayern aussi bien, j'ai pas suivi, j'ai juste eu vent. Et donc je vais avoir bien du mal à... J'ai juste eu vent les échos, quoi. Mais je vais avoir bien du mal à me projeter sur quel Bayern on va voir. Si ce n'est qu'on sait, comme l'a dit Basto, que c'est Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, la Ligue des Champions, il connaît, l'intensité, il connaît. Et on sait que ça va être un choc. Mais il y a trop d'incertitudes sur notre jeu. On sait qu'on ne jouera pas de la même manière. Au fond, je ne connais pas le Bayern du mercredi, mais je ne connais pas le PSG du mercredi non plus. On n'a pas encore de référence cette année. Et si je vais me mouiller, je vais me mouiller en tant que supporter. Et je vais faire un truc pas très réaliste, un petit 2-0. Et là, hop, c'est plié. C'est quand on a le plus de doutes que Paris brille le plus. C'est vrai. Olivier, à toi? Moi, je pense que le Bayern est Carlo incompatible. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs étrangers qui ont réussi au Bayern. Le Bayern, c'est le club allemand par excellence, dont les dirigeants, c'est exceptionnel, sont d'anciens très très grands joueurs du club. Et donc, ils veulent un certain type de football, un football à l'allemande, avec les entraîneurs qui suivent un peu la tradition de ce grand club. Donc, il y a déjà ce vrai premier problème. On voit bien d'ailleurs l'incompatibilité de Carlo avec le Bayern dans l'utilisation de Müller, de ce qu'il fait de Müller. Müller qui est le joueur type du Bayern, le joueur un peu inclassable. On ne sait même pas s'il réussirait dans une autre équipe, mais il est le Bayern. Et il n'arrive pas à faire jouer ce joueur-là. Et donc, ça va être difficile. Deuxièmement, les grandes forces du Bayern qui étaient les deux joueurs de côté, ils ont l'âge de leurs artères et ils sont quand même beaucoup moins bons qu'ils n'ont été. Quant à Coman, il tricote, mais il n'est pas très très efficace. Et enfin, Neuer est blessé. Neuer, c'est quand même le rempart infranchissable du Bayern. Donc aujourd'hui, le Bayern se présente, à mon avis, dans la configuration la plus accessible à un PSG. Je fais même pas de pronostic. Le PSG ne peut pas perdre ce match-là. Il ne peut pas. C'est impossible de perdre ce match-là parce que c'est celui qui va concrétiser la réussite de ce mercato. De ce mercato qui cristallise le ressentiment de tous. Il faut absolument enfoncer le clou et faire non seulement une victoire, mais une prestation aboutie à l'occasion de ce match-là. Donc pour moi, et si à l'issue d'une prestation aboutie, où on fait 2 poteaux et on perd 1-0, tu diras quoi, Olivier? Pour une fois, je retiendrai quand même la prestation. Notre esprit français, qu'on aime parfois mieux, la manière au résultat, on se souvient du match un peu référence de l'équipe de Blanc à Real Madrid, qui s'est pourtant soldé par un résultat qui n'était pas celui qu'on souhaitait. Tout le monde garde un peu en mémoire la prestation, le fait que le Real a été inquiété ce jour-là, l'accolade de Cristiano à Blanc. Il y a eu des moments très forts. Je pense que si on est capable de susciter, de faire un très grand match qu'on perd un peu par malheur, mais bon, je crois qu'il faut quand même associer et la manière et la victoire. C'est indispensable. Je suis d'accord. Ok, on va finir avec une petite rubrique internationale, comme on n'a pas beaucoup de temps. Je vais vous donner une info, et chacun de vous trois dans l'ordre, Basto, Drayas, Olivier, vous allez tous réagir à cette info avec un seul mot. Pas 2 mots, 3 mots. Je vous donne une info, vous me dites un mot pour qualifier cette info. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Basto, Drayas, Olivier, dans cet ordre-là. Alors, Aurier qui sort sur carton rouge contre West Ham, avec Tottenham qui s'impose 3-2. Auriesque. BLC. Qui veut dire Les Aurier. D'accord, bon, c'est super. Manchester City qui s'impose 5-0 contre Crystal Palace. Basto. Guardiola. À voir. Là, je peux pas dire un mot, quoi. C'est un rêve, cette équipe. C'est un rêve. C'est un entraîneur qui, aujourd'hui, joue avec un seul milieu défensif et 5 joueurs offensifs devant.
Et deux latéraux très offensifs. Il a gagné Liverpool 4 ou 5-0. Il a gagné, je sais plus quel match, 6-0. Il gagne 5-0 aujourd'hui. Il arrive à. C'est celui-là qui va nous rendre le PSG qu'on aime tous. C'est-à-dire le PSG champagne, le PSG folie, le PSG qui nous sort de notre siège. On peut plus vivre avec avec lui là qui nous sort à chaque fois les mêmes choses. Et on doit lui chercher encore des excuses et il attend encore ce match-là pour faire une nouvelle analyse. On n'est plus à la période de l'analyse après un an. On est à la période de la synthèse. Il faut qu'il y aille maintenant, hein. Il faut qu'il nous sorte autre chose que ça, quoi. Ouais, Guardiola, ce serait mon rêve aussi. Il arrive à créer le déséquilibre tout en gardant l'équilibre. Même si ça a mis un an. C'est là où je suis pas d'accord. Mais la dernière City, non, mais cette année, il le fait. Cette année, il le fait. Il lui manque un an, mais c'est un mec qui arrive à changer 4 fois de système au cours de match avec les mêmes joueurs. C'est un mec qui fait 30 systèmes différents dans la même année. Et au bout du compte, ça finit par payer. Le mec, c'est incroyable. Je dis juste, à mon avis, Guardiola, c'est le mec qui maîtrise comme mieux que son maître qui était Bielsa, qui maîtrise mieux que son maître qui était Bielsa la notion de déséquilibre. Mais il le fait au prix de la perte de l'équilibre. Et moi, ça fait. Et puis, j'aime pas le personnage. Et du coup, j'aime pas le mec. Donc moi je le souhaiterais pas. Ok. On passe à une autre info. Basto, Dreas, Olivier. Alvaro Morata qui claque un triplé contre Stoke City. Ah, c'est mon chouchou. Je dis un mot seulement aussi. Oui, chouchou. Bah chouchou. Dreas. À voir. Olivier. Le bon club pour lui. Super. On continue. Qu'est-ce que j'ai dans ma besace ? Ah oui. Les supporters de Madrid très très critiques quant à la prolongation de Benzema. Basto. En un mot aussi ? Ouais, vas-y. Si tu peux. Si vraiment tu as vraiment envie de faire une phrase, je vais pas être content, mais fais-le. Je vais faire une mini phrase. Après, ils étaient critiques parce qu'ils préféraient Morata aussi. Moi aussi, je préfère Morata à Benzema d'ailleurs parce que Morata fait briller le collectif autant que Benzema le fait. Mais oui, c'est parce qu'ils ont leur fierté espagnole. Ils veulent un espagnol. Il y a Asensi aussi, mais ouais, enfin, il est quand même aimé par une partie du public. On va dire indifférent. Arias. Ils ont tort. Olivier. Les supporters ne connaissent pas le football. Oh, c'est beau. Juste une petite statistique. PSG Alger, notre confrère, a fait un petit sondage. Êtes-vous inquiet avant le match de la Ligue des Champions contre le Bayern ? 70% ont répondu non, le match ne change rien. Ah ok, avec ça. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire non, le match ne change rien ? Bah de Montpellier. Non. Je suis juste interrogatif moi par rapport au match de Bayern. Je suis certainement pas affirmatif quoi. Ok, Olivier. Même réponse que précédemment, les supporters ne connaissent pas le football. Ok. Encore 2 infos. Le début de saison de Dybala, Basso. Incroyable. Dreas. Pas surprenant. Olivier. Génie. Oh. Un petit triplé Dybala, Neymar, Mbappé. Ça aurait sacrément de la gueule. Je suis prêt à mettre une petite pièce si ça peut aider le PSG à acheter ça. Ok. Dernière info, on va financer Basto. les podcasts alors. Dernière info pour spécial Basto. Basto, tu ne deviens pas tout rouge. Basto, tu te calmes. Matuidi qui s'impose petit à petit dans le milieu de la Juventus. Basto. Pas surprenant parce qu'il est fait pour ce club et les supporters de la Juve sont des mecs qui viennent souvent de l'usine de Fiat, qui aiment bien les combattants. Enfin, historiquement, ça me surprend pas. Après, il profite aussi des blessures de Marquisio et Khedira, donc on verra plus tard. Dreas. Moi, j'ai vu un bout de match et j'ai vu le Matuidi de Carlo Ancelotti. J'ai pas vu le Matuidi de Blanc. Ouais, il se projette quand même beaucoup. Olivier. Matuidi, comme Cavani, c'est un joueur de Serie A. Ouais. L'efficacité d'abord avant l'élégance. Ok, c'est super, on a fait le tour de l'actualité. Je remercie tous ceux qui sont venus à bout de ce podcast. Beaucoup de plaisir à le réaliser. À la semaine prochaine tout le monde. Merci Basto. Merci à toi, merci à vous. Merci Dreas. Merci Jimmy, merci Olivier, merci Basto, c'était bien cool. Et je m'abaisse devant le sage Olivier. Bonsoir. Et merci à tous les trois et vivement le Bayern. Vivement. Bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao tout le monde.